Donc voilà, notre webinaire est sur renforcer les capacités pour une meilleure visibilité de la chaîne d'approvisionnement. Notre session va durer 60 minutes et les panélistes sont Papa Alpha Thiam, Dr. Melchior Atanas, Dr. Cletus comme Adonzine. Et vous recevrez un certificat de participant à la fin. Voilà, l'agenda du webinaire. Premièrement, ça commence avec l'ouverture, la bienvenue et l'introduction, l'annonce administrative, objectif du webinaire, tous les sondages, présentation des intervenants selon l'horaire prévu, les présentations du panéliste, Dr. Cletus et Dr. Alpha. Puis, Dr. Alpha va parler à propos d'Empower School of Health et l'annonce du programme de master et des possibilités de bourse pour tous les cours chez Empower. Puis, il y a la séance de questions-réponses. Et à la fin, sondage 2 et remarque de clôture par Empower et Wahoo. Donc, l'annonce sur le déroulement. Veuillez couper votre micro et éteindre la vidéo. Veuillez poser vos questions en utilisant le chat et en levant la main. Vous pouvez poser des questions dans la boîte de discussion à tout moment. Lorsque vous êtes invité à prendre la parole, n'oubliez pas de mettre le son et d'allumer votre caméra. L'objectif du webinaire. L'objectif de ce webinaire est d'expliquer comment renforcer les capacités pour une meilleure visibilité de la chaîne d'approvisionnement. On va commencer le sondage 1. Ce serait plutôt pour les questions générales pour comprendre les participants. Donc, de quelle région géographique êtes-vous originaire, votre formation académique, année d'expérience professionnelle, etc. D'accord? Répondez aux questions qui sont posées en cliquant sur les réponses qui vous concernent. On va commencer maintenant. Est-ce que le sondage est... is there a poll started? Oui, donc vous pouvez commencer maintenant. On va arrêter dans 10 secondes. Est-ce que tout le monde a répondu? Non, tout le monde n'a pas répondu. Hein. On n'a pas répondu, c'était trop rapide. D'accord, je vais commencer encore une fois et vous répondez encore une fois, d'accord? Vous pouvez réessayer. Maintenant, je vais commencer encore une fois. Oui, c'est commencé. Vous pouvez commencer le sondage.
Ça va arrêter maintenant dans 10 secondes. Bonjour, madame. Oui, bonjour. D'accord, c'est bon. Donc, nous avons les résultats. On a 64% d'hommes et 26% de femmes. Les régions que les gens sont plus d'Afrique de l'Ouest et ils ont beaucoup de diplômes de pharmacie, master en pharmacie, logistique et chaîne d'approvisionnement. OK. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur ONG, gouvernement national, et le domaine est plutôt chaîne d'approvisionnement. D'accord. Donc, on passe à la suite. C'est notre présentateur, Dr. Clétius Com Adonzi. Il est titulaire d'un doctorat en santé reproductive et de deux matrices, l'une en santé communautaire de l'Université de Nancy, l'autre en sciences de l'éducation et l'Université Senghor de l'Alexandrie. Il a plus de 18 ans d'expérience dans la conception et la mise en œuvre de programmes de santé publique. Donc, à vous la parole, Dr. Clétus. Vous pouvez commencer. Dr. Clétius, est-ce que vous êtes là? Bonjour à tous. Je ne me vois pas. J'espère que vous me voyez parce que j'ai activé ma caméra. Vous me voyez? Oui, on vous. De mon côté, oui. Oui. D'accord. Oui, on vous voit. Merci beaucoup à vous. Je voudrais remercier les participants d'avoir accepté de prendre part à cet échange-là, parce que pour nous, OAS, c'est une plateforme d'échange d'expérience. Hein. J'ai jeté rapidement un coup d'œil dans la synthèse du sondage. Je vois que c'est vraiment diversifié comme profil. Et en termes même de participation géographique, je salue les collègues de l'Afrique de l'Ouest. Je vois qu'il y a des gens aussi de l'Afrique centrale et l'Afrique l'Afrique du centre et de l'Est qui ont participé. Merci beaucoup à vous. Et je suis Dr. Clétius Adonzi. Donc, je voudrais vous présenter une initiative financée par un certain nombre de partenaires dans le domaine de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement qu'on appelle le mécanisme de financement régional des produits de la santé de la reproduction. Allez-y, s'il vous plaît, Ness. OK, donc ma présentation, c'est juste 3 points. Hein. Vous allez avoir juste une synthèse sur la CEDEAO et sur l'OAS. On va parler du mécanisme dont je viens de parler et notamment de ce que nous faisons dans le domaine de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et tirer une petite conclusion. Yes. OK, donc nous sommes basés à Bobo-Dioulasso. Pour que ceux qui ne savent pas, Bobo-Dioulasso, c'est la deuxième ville du Burkina Faso, à environ 400 km de Ouagadougou. Voilà un peu notre siège. Vous êtes invités, hein, Ness. OK, donc la CEDEAO, pour votre information, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'équivalent pour les autres collègues, hein, je sais qu'il y a les collègues de l'Afrique centrale qui sont là, c'est la communauté des États de l'Afrique centrale et la SADC également pour ceux qui sont en Afrique du Sud. Et donc, nous, on a été créé en 1975, composé de 15 pays, dont 5 pays anglophones. Vous allez avoir le Nigeria, le Ghana, la Gambie, le Libéria et la Sierra Leone. Nous avons 8 pays, notamment vous allez avoir le Sénégal, vous allez avoir le Bénin, le Burkina, le Mali, le Niger, le Togo. Et vous avez
2 pays lusophones, des pays qui parlent le portugais, et il s'agit de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Cette institution économique régionale a une main armée santé qui est l'OAS. Et moi, je travaille à l'OAS, qui est l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui a été créée quelques années après, en 1987. Yes. Nous avons une vision jusqu'en 2030 qui a 5 axes, notamment l'axe soins de santé et bien-être. Vous avez le renforcement institutionnel de l'OAS, vous avez la surveillance et la préparation pour les épidémies, vous avez l'information sanitaire, la recherche, vous avez le leadership, la gouvernance et tout ce qui concerne la mobilisation des ressources. Nous parlons aujourd'hui de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement dont on se trouve dans l'axe thématique numéro 1. Vous allez voir un peu plus en haut, à gauche de votre écran, la composante qui nous concerne, hein, NES. OK, donc on va parler un peu du mécanisme de financement régional pour la composante qui concerne la visibilité de la chaîne d'approvisionnement NES. OK, donc voilà un peu les partenaires qui financent. Vous allez avoir à gauche de votre écran la KDW, qui est la Banque allemande de développement. Vous avez la Fondation Bill et Melinda Gates. Vous avez le Pays-Bas qui finance à travers le ministère des Affaires étrangères. Vous allez avoir l'AFD, qui est l'Agence française de développement. Vous allez avoir USAID. Nous avons la Banque mondiale. Voilà un peu les partenaires qui financent l'initiative que je suis en train de vous présenter. NES. OK, donc c'est un mécanisme qui est nourri par 4 projets. Le premier projet, qui est le projet le plus important, est appelé Programme régional santé de la reproduction et prévention de VIH-Sida, qui est financé par la KDW, pour un montant environ de 85 millions d'euros. Nous avons un deuxième projet qui est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates et qui investit dans la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents. Le premier projet, pour votre information, est plus produit. Le second projet, c'est un projet qui facilite la distribution des produits dans le temps et dans l'espace. Nous avons le troisième projet qui est un projet d'environ 2,5 millions d'euros qui est financé par l'AFD sur le dividende démographique. On appelle ça le projet DEMSAN. Et le dernier projet, c'est le projet SWIDE que vous connaissez, qui a effectivement une composante supply chain pour un montant d'environ 10 millions de dollars net. Voilà un peu une synthèse de ce mécanisme-là. À votre gauche ou à gauche de votre écran, j'allais dire, vous avez l'objectif du mécanisme qui est de contribuer à la réduction de la mortalité de la morbidité maternelle à travers la sécurisation des produits de la santé de la reproduction et également la promotion des comportements sexuels à moins de risques. De façon spécifique, nous avons un projet qui a 2 composantes. Hein. Vous le voyez à droite de votre écran. Nous avons une première composante qui est la composante supply chain, qui est une composante qui nous permet de couvrir toute ou partie du gap des pays en intrants. Et on est en train de parler ici des intrants en santé sexuelle et reproductive. La composante 2, qui est un peu plus bas, qui est une composante, comme vous le savez, hein, une chose est d'avoir les produits et l'autre chose est de pouvoir assurer la distribution des produits jusqu'au dernier kilomètre. Donc, la deuxième composante nous permet, évidemment, de pouvoir assurer ou accompagner, j'allais dire, la distribution des produits dans le temps jusqu'au dernier kilomètre. Et vous descendez un peu plus bas, vous avez un peu le cycle de ce mécanisme-là, un mécanisme qui a commencé en 2010, et j'étais déjà là, et donc et qui va poursuivre jusqu'en 2028 avec les montants que j'ai affichés. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est intéressant dans ce diapo-là, c'est ce qui est mentionné un peu plus bas en rouge. Qui sont les bénéficiaires de ce mécanisme-là? Et donc, pour les bénéficiaires de ce mécanisme-là, nous avons les ministères de la Santé des 15 pays membres de la CEDEAO. Après, vous avez les associations de marketing social, vous avez les affiliés à PSI, et vous avez les affiliés à IPPF, notamment les associations de marketing social, les associations de bien-être familial. Vous avez la société civile traditionnelle qui travaille dans le domaine de la planification familiale et également du domaine du VIH-Sida. Simplement parce que quand on parle des produits de la SRPF, nous allons inclure les condoms, que ce soit le condom féminin ou le condom masculin. Nous allons inclure les implants, les injectables, toutes les technologies contraceptives qui existent
aujourd'hui, de l'ancienne technologie jusqu'à la dernière technologie sur le terrain. Voilà un peu ce que le mécanisme comment le mécanisme est structuré. Je profite de l'opportunité pour remercier évidemment notre partenaire de tous les jours, SysTPH, qui est le partenaire qui nous accompagne dans la mise en œuvre de ce programme-là. Ness, s'il vous plaît. Voilà un peu la couverture géographique de ce programme-là. Et les couleurs, c'est juste les partenaires qui financent ce mécanisme dans ces pays-là. Quand vous prenez le pays comme le Niger, vous avez 3 partenaires qui financent le projet au Niger. Vous avez la CADV qui finance, vous allez avoir la Fondation Binet-Minagé qui finance là, et vous allez avoir les Néerlandais qui ont financé là. Donc, c'est juste pour vous donner une idée sur la couverture géographique de ce mécanisme-là. Une fois encore, c'est bien l'espace géographique CEDEAO, composé de 15 pays, donc 5 anglophones, 8 francophones et 2 lusophones, notamment le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Ness. Pour nous, il est quand même important de garantir la visibilité de la chaîne d'approvisionnement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est lié à la disponibilité. Donc, on le fait pour assurer la disponibilité des produits. Et quand on parle de disponibilité des produits ici, on parle de la disponibilité des produits de qualité. De deux, c'est important d'assurer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir garantir le choix des produits à nos États membres, à nos populations. Et quand on parle de choix ici, on parle de la diversité des technologies contraceptives qui existent. On parle également du choix dans la composante accessibilité financière. Parce que si tu n'as pas, on a des technologies qui sont extrêmement chères, les populations auront le choix théorique, mais le choix pratique ne serait pas faisable parce que ils n'auront pas les moyens pour pouvoir l'acheter. Donc, le choix pour nous, c'est non seulement le choix en termes de diversité de la technologie contraceptive, mais également le choix en termes de coût des produits pour pouvoir renforcer l'accessibilité dont j'ai parlé premier. Et après, c'est également un moyen qui nous permet de pouvoir couvrir les demandes qui existent, qui sont cachées quelque part. Donc, voilà un peu ce pourquoi nous estimons qu'il faut que les fonctions liées à la chaîne d'approvisionnement soient assurées. Ness. Donc, nous allons un peu vous parler un peu de nos interventions. J'ai affaire avec des spécialistes de supply chain. Je vois que vraiment la typologie professionnelle est très large. Et donc, nous sommes en train de nous adresser à des gens qui sont bien informés. Et donc, comme vous le savez, la chaîne d'approvisionnement commence d'abord par l'environnement. Et donc, on parle de l'environnement facilitant jusqu'à vraiment même après la distribution au dernier kilomètre passé. Après ça, même nous travaillons dans le domaine de la pharmacovigilance pour savoir à peu près les produits que nous administrons à nos femmes et à nos hommes, quels sont les effets secondaires plausibles. Et donc, nos interventions commencent par tout ce qui est loi, documents, jusqu'à la distribution à base communautaire. Donc, ce diapo-là que vous voyez, c'est l'une de nos premières interventions. Nous appuyons le développement, et l'appui, c'est technique et financier, le développement de documents qu'on appelle le plan budgétisé. Donc, c'est un document qui permet à nos États membres de pouvoir estimer les besoins, de pouvoir quantifier les besoins et de pouvoir mobiliser les ressources en termes de gap, parce que c'est un document qui vraiment montre les gaps qui existent dans ce qui concerne le domaine où nous sommes, les produits contraceptifs, et définit un peu les modalités de mobilisation des ressources. C'est un document, son élaboration, c'est quand même assez complexe, qui commence d'abord par l'obtention de l'approbation des gouvernements et également des partenaires, parce que il faut que quelqu'un puisse payer pour l'élaboration du document et également payer pour la mise en œuvre de ce document-là. Après, nous accompagnons les pays dans l'analyse situationnelle, dans l'estimation des coûts, également dans la définition des gaps. Et après, quand les gaps sont définis, le document est élaboré, il faut que le document puisse être dissimulé
et il faut qu'on développe maintenant un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre de ce document-là. Et à la fin, il faut un plan de mobilisation des ressources. Donc, voilà un peu à quoi ressemble le document qu'on appelle généralement le CIP, le Costed Implemented Plan en anglais, qui est un plan, ça peut être un plan de 3, 4, 5, 6 ans qui permet de pouvoir mobiliser les ressources et également de pouvoir documenter la mise en œuvre des interventions liées au domaine dans lequel nous sommes, particulièrement le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Merci. OK, donc on a contribué à avoir un environnement facilitant notamment des lois, notamment des documents. Après, on accompagne les pays, accompagnement une fois encore technique et financier, à pouvoir quantifier les besoins. Et donc, c'est un exercice pour les pays francophones. Cet exercice a été connu sous le nom du TAC, le tableau d'acquisition des contraceptifs. Donc, c'est un exercice qui se fait de façon conjointe, secteur public, secteur privé, où on s'assoit, on fait la revue de tout ce qui s'est passé en termes de produits utilisés les années antérieures. Ça peut être sur un an, généralement c'est sur l'année antérieure, et on utilise les données de consommation ou les données géographiques et d'autres données empiriques qui sont disponibles pour pouvoir estimer d'une manière ou d'une autre la quantité d'abord le type de produits et la quantité de produits dont chaque pays aura besoin dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend du cycle à venir. Donc, c'est un exercice qui permet de quantifier les besoins pour pouvoir solliciter leur achat. Et donc, généralement, cet exercice-là débouche à un tableau synthèse qui montre que dans les 2 ans qui viennent, voilà la liste des activités, des produits, j'allais dire, dont le pays a besoin, voilà la quantité, et puis après, les techniciens vont maintenant estimer les coûts pour pouvoir enclencher le processus d'achat, qui est probablement le diapo suivant que vous allez voir. Et après, nous allons avoir maintenant un plan que nous essayons de développer avec les pays, un plan d'achat qui va être échangé entre les pays pour pouvoir partager des expériences. OK. Donc, on accompagne les pays à avoir un environnement facilitant à travers le développement du plan national budgétisé. On accompagne les pays techniquement et financièrement à avoir un exercice de quantification des besoins. Ils savent à peu près ce dont ils ont besoin en termes de produits, les quantités en termes pour la période définie. Maintenant, il faut l'achat. Pour l'achat, on a pratiquement plus de 50 millions de dollars que nous avons déjà alloués à 8 pays pour acheter les produits contraceptifs. Comme vous le savez, dans notre domaine, un des indicateurs importants pour pouvoir quantifier l'impact de ce qu'on est en train de faire dans le domaine de la SCPF, c'est le coût par année de protection. Donc, on a couvert pratiquement plus de 8 millions de coûts par année de protection. Et également, on a contribué d'une manière ou d'une autre à l'augmentation de la prévalence contraceptive depuis 2015 et de 6 points, alors que la moyenne régionale est de 6,5 points depuis 2015. Et cette information-là que je vous donne provient d'une évaluation que les partenaires ont effectuée et il y a de cela une année et demie, quoi. Merci beaucoup, Nest. OK. L'achat, ce qui est important pour vous de savoir ici, je pense que c'est un peu différent de ce que l'UNFPA fait, c'est que nous, on n'achète pas les produits. C'est les pays même qui achètent. On met l'argent à la disposition des pays. On accompagne les pays du début jusqu'à la fin et les pays achètent les produits eux-mêmes. Vous voyez voilà un peu comment nous fonctionnons. D'abord, on leur donne l'argent. On a une équipe que nous accompagnons à développer les documents que vous connaissez, que ce soit le tender document, le document d'appel d'offres. Le pays lance les appels d'offres, analyse les offres, gère le contrat des fournisseurs et également maintenant, si le contrat évalue même le processus, mais nous on donne seulement des non-objections
et on contrôle le système de contrôle de qualité. Parce que c'est important pour nous de pouvoir contrôler la qualité des produits que nous sommes en train de fournir. Donc, voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Et c'est important pour vous. Pour nous, c'est notre façon d'accompagner le renforcement de capacité de nos centrales d'achat, puisque dans ce cas-là, ce sont les centrales d'achat qui achètent les produits pour nos pays et non l'OAS qui achète et qui va déposer les produits au magasin central des pays. Non, les pays achètent et nous, on paie les fournisseurs à partir de mon bureau ici, mais on contrôle des points saillants du processus d'achat. Ness, s'il vous plaît. Après, je reviens toujours en avant. On accompagne les pays à avoir un plan national budgétisé. On accompagne les pays à quantifier les besoins. On accompagne les pays à pouvoir acheter. Les produits sont achetés. On accompagne également les produits dans le stockage et la distribution. Nous avons des fonds pour pouvoir réflexionner sur les rénovations des centrales d'achat, notamment des magasins au niveau central et au niveau périphérique. Nous avons également des initiatives que nous finançons dans le domaine de la distribution en base communautaire. Nous avons plusieurs projets communautaires que nous finançons. Nous avons également fait voter par les 15 ministres de la CEDEAO, ce que nous appelons le tax shifting, qui est bien sûr en français la délégation des tâches, qui facilite maintenant la distribution de ces produits-là au niveau communautaire. Et comme je l'ai dit au début de mon intervention, en dehors de ça, nous accompagnons également, nous avons des initiatives également dans le domaine de la pharmacovigilance pour nous rassurer que les produits que nous sommes en train d'acheter au pays sont des produits de qualité et il faut absolument documenter tous les effets secondaires afin d'améliorer l'acceptabilité de ces produits-là au niveau de notre communauté. Ness. Là, nous sommes en train de parler un peu de renforcement des capacités de ceux qui travaillent dans le domaine de supply chain dans nos pays. Comme je l'ai dit, on n'achète pas. D'abord, c'est pas nous qui élaborons les documents, le plan national. On accompagne les pays. Tout ce que j'ai dit, c'est du fait. L'OAS ne vient pas faire le travail à la place des États membres. Nous accompagnons techniquement et financièrement les États membres à pouvoir faire le travail, pouvoir faire tout ce que je suis en train de dire là, avec notre partenaire de tous les jours sur CPH. Et donc, il faut renforcer la capacité de ceux-là qui font ce travail-là. Depuis l'élaboration du document plan national budgétisé jusqu'à la distribution à base communautaire. Et donc, nous avons des projets de renforcement de capacité. Nous avons, par exemple, une cohorte de 100 personnes que nous formons depuis 2010. Chaque 2 ans, nous organisons des formations à ces personnes-là. Et la première année, on a organisé la formation sur la quantification, sur le forecasting. Après, on a organisé la formation sur le supply, y compris le e-procurement. Après, la formation sur le stocking. Il y a la formation sur la gestion des déchets. Il y a la formation sur la pharmacovigilance. Donc, chaque 2 ans, on organise. Cette année également, nous avons déjà prévu organiser avec Empower une formation sur l'approvisionnement et y compris le e-procurement. Nous avons également des orientations, des formations spécifiques que nous organisons chaque année à des cibles identifiées, notamment ceux qui travaillent dans les centrales d'achat de nos pays. On organise également des échanges entre des professionnels, des visites de terrain. Les Burkinabés vont aller voir ce qui se passe au Ghana, vont aller voir ce qui se passe au Sénégal, les Guinéens vont aller voir ce qui se passe au Bénin, dans le domaine de supply chain, en termes d'échange d'expérience et de bonnes pratiques. Voilà un peu ce que je peux dire dans le domaine de renforcement de la capacité NES. Nous sommes également en train de travailler un peu dans la digitalisation de l'écosystème pour ce qui concerne la planification familiale. C'est un travail qu'on est en train de faire avec nos amis de la coalition mondiale de la production à travers le VAN, dont on va parler un peu plus tôt, un peu plus tard, j'allais dire. Et nous avons développé le système d'alerte précoce, qui est une plateforme. Je pense que je vais un peu insister sur cette composante-là. Et c'est une plateforme que nous avons développée pour anticiper les ruptures de stock ou les surstockages. Je vais vous donner un exemple.
Cette année, par exemple, le Nigeria, vous savez, le Nigeria a été en rupture de stock de 3 produits. La plateforme nous permet d'aller identifier un de nos pays qui a ce produit-là en surstockage et on déplace ce produit-là du pays vers le Nigeria pour pouvoir corriger cette rupture de stock. D'accord. Je voudrais inviter ceux qui n'ont pas la parole de couper leur micro parce que ça fait des interférences et donc j'entends un peu de bruit en fond sonore. S'il vous plaît, quand vous n'avez pas la parole, coupez un peu le micro, ça va un peu faciliter la présentation. Merci pour votre compréhension. Et donc le Niger, il s'est fait que le Niger était en surstockage de ce produit-là et nous, en tant qu'OAS, on a transféré ce produit-là du Niger vers le Nigeria. On a fait la même chose. La Côte d'Ivoire était aussi en rupture de stock d'un certain nombre de produits et le produit était disponible au Togo et on a pris le Togo pour le produit du Togo pour aller donner en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un système d'alerte précoce qui anticipe les surstockages pour ne pas gaspiller d'argent et corrige les ruptures de stock. Et là, vous allez voir que pratiquement 2 500 000 $ ont été sauvés parce que les produits ne sont plus jetés. Parce qu'on accepte que les produits se périment. Dès qu'on sent que le produit est en train d'aller vers la péremption, on essaie de déplacer le produit pour aller donner à un autre pays qui va l'utiliser. Et puis, on a également installé un forum régional pour la visibilité de la chaîne d'approvisionnement qui réunit toutes les parties prenantes, les partenaires qui interviennent dans le domaine de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et également les directeurs centraux de la santé de la mère, de l'enfant ou de la planification familiale pour discuter un peu de comment nous allons accompagner la visibilité de la chaîne d'approvisionnement. Next. J'avais parlé un peu plus tôt du VAN, qui est une plateforme qui est la suite logique d'un travail que nous avons commencé avec notre partenaire, la coalition de la santé de la reproduction. Et donc, initialement, on avait commencé en 2012 par ce qu'on appelait le PPM. Et PPM, il y a des gens qui sont dans ce call-là qui peut-être savent de quoi il est question, où ensemble, on avait déterminé un certain nombre d'indicateurs et d'indicateurs que les pays renseignent dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement qui permet de faire un peu le tracking un peu de la situation du stock dans les pays. Tu vas avoir un peu des informations telles que le type de produit, telles que la consommation mensuelle moyenne, et des informations sur la livraison, des informations sur le contrôle de qualité, etc. Et donc, c'est une plateforme qui réunit, comme vous le voyez déjà, les fabricants, les acheteurs, les intermédiaires, les transitaires, les centrales d'achat, ensemble pour pouvoir améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement. Next. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Je pense que si je dois parler du VAN, ça va prendre toute la journée. Et je suis disponible à pouvoir parler avec les collègues du VAN, la directrice Julia et les autres collègues, Madame Alima, pour pouvoir vous faire une présentation spécifique sur le VAN. Mais vous voyez un peu cette plateforme-là, ça vous donne une idée sur, par exemple, en bas, quand vous voyez en bleu, à gauche de votre écran, en bas 30, ça c'est à peu près les nouveaux commandes que nous avons. Vous allez avoir les commandes qui sont en cours. Vous allez avoir les commandes qui sont en transit. Donc, c'est une plateforme qui vous donne des informations sur le plan d'appro de tous les pays, de tous nos pays, les pays de la CEDEAO, on a le plan d'appro. On a le niveau de stock. Ça peut être central ou ça peut être au niveau régional pour certains nombres de pays. En dehors de ça, nous avons l'information sur le gap en termes de produits. Nous avons les informations sur les commandes. Nous avons les commandes qui sont en cours. Nous avons les informations sur la livraison de shipping des produits. Et tout ça là, nous permet d'anticiper. Quand dans un pays, on voit que le pays est en train d'aller vers un surstockage, on a la possibilité d'appeler le fournisseur, parce que le fournisseur fait partie de la plateforme, pour lui dire, attention, on est en surstockage de tel produit, ralentis un peu la livraison. Si c'est en rupture de stock, please, accélère un peu la livraison. Donc, cette plateforme-là nous permet de faire cet exercice-là et nous permet d'accompagner nos pays à pouvoir améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement. Next.
Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à thème de cette présentation-là et une collaboration que nous avons initiée avec les partenaires que j'ai initiés, que j'ai mentionnés au départ, pour pouvoir améliorer l'accès des produits et évidemment des services en santé de la reproduction dans toute notre région et également améliorer tout ce qui concerne le réseautage à travers les structures de marketing social, à travers les échanges d'expériences dont j'ai parlé, et donc, et à la fin, renforcer la chaîne d'approvisionnement dans son entièreté, comme je l'ai dit, hein, depuis la facilitation de l'environnement jusqu'à la pharmacovigilance. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Clétius. Maintenant, à vous la parole, Dr. Alpha. Vous pouvez commencer. Merci beaucoup, Saïli, pour avoir donné l'opportunité d'être un speaker dans ce webinaire. Et je remercie aussi, chers copanélistes, les Dr. Clétius qui vient de faire une magnifique présentation. Et vraiment, félicitations pour le travail que vous êtes en train d'effectuer dans la sous-région. Je remercie aussi tous les participants pour avoir pris de leur temps et participer à ce webinaire. Donc, là, je vais parler un petit peu d'Empower. L'Empower, qui est une organisation de développement des capacités qui travaille dans plus d'une centaine de pays et puis qui travaille surtout dans le renforcement de la capacité des ressources humaines, que ce soit au point de vue individuel, institutionnel ou régional. Et la portée de Empower a délivré en ce moment plus d'1 million d'heures de renforcement de capacité à travers environ 200 000 professionnels de santé. Les principaux domaines où Empower est en train d'intervenir, c'est surtout la chaîne d'approvisionnement en produits de santé et le leadership en santé et le renforcement de capacité surtout des personnels de santé, que ce soit les pharmaciens, médecins, infirmiers ou même les agents de santé communautaire. Et voilà. Next slide. La Empower travaille en partenariat avec plusieurs associations, plusieurs organisations à travers l'Afrique. Et voilà, à travers l'Afrique et en Asie. Next slide. Là, c'est un peu le conseil d'administration et des conseillers qui travaillent avec Empower, avec le professeur Paul, comme ça, qui est le président directeur général et vraiment cadre émérite donc, de la santé mondiale, qui travaille comme conseiller, comme à Empower. Next slide, please. Là, la liste des cours, il y a beaucoup de cours qu'Empower propose qui sont plus d'une centaine, hein, et dans plusieurs langues, l'anglais et le français représentés, l'anglais plus représenté par rapport à ces cours. Et donc, si vous voulez plus d'informations par rapport à cela, vous pouvez aller sur le site de Empower que nous allons vous mettre. Next slide, please. Là, il y a un master qui est en train d'être lancé. Donc, ce sera surtout un master en santé et en santé digitale. Next slide, please. Donc là, je vais parler du renforcement de la main-d'œuvre pour une meilleure performance de la chaîne d'approvisionnement. Donc, j'ai mis
page d'accueil de PTD qui a fait un énorme travail là-dessus. Comme élément de contexte, comme nous l'avons indiqué, il faut dire que les chaînes d'approvisionnement représentent un élément essentiel pour aider les systèmes de santé dans les pays à revenus faibles et à atteindre les objectifs, surtout des objectifs de développement durable et à garantir une vie saine pour toute la population. Et je peux dire que lorsqu'elle est efficace, la chaîne d'approvisionnement est l'épine dorsale de l'accès à des produits de santé sûrs et efficaces et permet de soutenir l'élimination de beaucoup de maladies infectieuses, etc. Donc, en ce qui concerne la protection aussi des investisseurs, je veux dire qu'une chaîne d'approvisionnement efficace protège également les investissements financiers considérables, surtout qui sont consacrés à l'achat de produits de santé par les donateurs et les gouvernements. Les estimations qui concernent les produits de santé financés par les donateurs, c'est 7 et 10 milliards de dollars par an pour les pays à revenus faibles et là, donc, je vais parler de quelques défis dont la chaîne d'approvisionnement en produits de santé est confrontée présentement. C'est la disponibilité surtout du médicament au dernier kilomètre, les données du premier kilomètre qui permettent de faire une bonne planification centralisée, la conception d'un système de chaîne d'approvisionnement dans sa conception, la gouvernance et surtout la responsabilité. Et je mets en grave ce défi qui doit faire l'objet même de ma présentation. Donc, c'est la capacité humaine durable. C'est la capacité humaine durable. Donc, je peux dire que la chaîne d'approvisionnement est composée de personnes, de processus, de politique, de technologie et de ressources. The next slide, please. Là, je veux juste montrer l'importance qu'a la chaîne d'approvisionnement, surtout dans l'accessibilité du médicament. Ici, quand je parle de l'accessibilité, c'est l'accessibilité géographique et aussi financière. Et ça, c'est une étude qui a été faite par la Banque asiatique de développement, pour montrer ça. Et j'ai mis le lien sur le slide, cela vous permettra de vous documenter. Next slide, please. La chaîne d'approvisionnement de la santé n'atteint pas ses objectifs de développement durable. Puis ça a découlé en fait des études qui ont été effectuées par la Commission des Nations Unies. Qui s'était juste concentré sur l'amélioration de l'accessibilité à 13 médicaments et produits de santé essentiels qui ne parviennent pas souvent aux femmes et aux enfants. Et cela a une répercussion importante sur la mortalité infantile, etc. Et donc, l'insuffisance de l'eau aux endroits où les besoins sont les plus importants est identifiée comme l'un des obstacles courants à l'accès. Donc, la Commission des Nations Unies a noté que cette élimination des obstacles est la garantie de l'accès pourrait sauver jusqu'à 6 millions de euros sur 5 ans et contribuer à réduire le taux de mortalité. Next slide, please. Là, c'est un peu le problème, en fait, qui sévit dans le monde, c'est le manque de ressources humaines. Ce manque de ressources humaines ne concerne pas juste les professionnels de la chaîne d'approvisionnement, mais concerne les professionnels, en fait, de santé en général. Et là, c'est un schéma que le professeur Andy, que j'aime bien. Donc, l'homme de grande taille, là, c'est les ressources humaines requises. Donc, la capacité requise et les ressources humaines disponibles. Et à côté, vous avez les ressources humaines donc, qui sont efficaces. Next slide, please. Pourquoi les chaînes d'approvisionnement de la santé sont-elles si peu performantes? On peut dire que la crise mondiale des ressources humaines, environ 75% de postes vacants dans le secteur public,
Et lorsque des pénuries de personnel ont été constatées en ce qui concerne la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les pays ont eu recours à du personnel non qualifié et peu formé. Cela a un impact sur les niveaux de stock, la disponibilité des données, la capacité de comptabilisation même des produits de base, ce qui entraîne des pertes, voilà, à savoir des expirations, notamment des ruptures de stock ou des surstockages. Donc, un personnel de santé efficace, bien formé, compétent et motivé, ainsi qu'un soutien suffisant donc, de la part d'autres cadres habilitants, y compris les professionnels de la chaîne d'approvisionnement, est nécessaire pour améliorer tout cela. Ça, c'est juste une image qui montre le Competency Assessment Tool de Empower, qui est un outil qui permet de faire l'évaluation des compétences des acteurs de la chaîne. Next slide. Là, je vais parler un tout petit peu de qu'est-ce qui explique cette carence en ressources humaines. Déjà, il y a très peu d'écoles de pharmacie, d'écoles d'infirmières, d'écoles de médecine. Et ça, quand je parle de ce manque-là, je fais allusion au contexte africain et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Il y a l'enseignement de la gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement aussi qui manque dans le continent. La barrière linguistique aussi. On parle ici de barrière linguistique. La plupart du temps, on parle de supply chain management, qui est un terme purement anglophone et qui vient même des anglophones. Beaucoup de gens ont voulu se former sur ce secteur, mais il y a une barrière linguistique qui s'est posée à un moment parce que la plupart des académies, des universités qui avaient cette formation qui le dispensaient en anglais. Et puis, ça aussi, je peux dire, ça a accéléré un tout petit peu, ou bien ça a démontré un peu le retard qu'on a eu dans ce domaine, surtout les pays francophones en Afrique de l'Ouest. Et là, je donne une exception qui est l'Université de pharmacie de Hanoï, au Vietnam, où par décret gouvernemental, tous les étudiants en pharmacie doivent se qualifier dans le secteur public de base en procurement et supply chain, achat et chaîne d'approvisionnement. Et là, il y a ces contraintes de réglementation qui reviennent, étant donné qu'on considère plutôt que le médicament doit être géré par le pharmacien. Et puis, ce pharmacien ne peut pas avoir juste des compétences parce que la chaîne d'approvisionnement de santé aussi est d'une autre science qui n'a rien à voir avec la. Et next slide. Là, les conditions de travail, parce que je dis, les salaires sont parfois inéquitables, le personnel n'est pas motivé, donc il en résulte une fuite de cerveau important. Les budgets des programmes et des pays qui couvrent les coûts des médicaments, de la distribution et du transport n'inclut souvent pas les frais de personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un investissement sur le personnel de la chaîne d'approvisionnement. De nombreux pays à revenus faibles intermédiaires ne disposent pas d'une catégorie professionnelle. C'est de la professionnalisation même du métier, c'est-à-dire la chaîne d'approvisionnement, la gestion de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé qui mérite d'être professionnalisée. Next slide, please. L'impact des ressources humaines qualifiées dans la disponibilité des produits de santé, ça, j'ai mis en référence trois études qui ont un peu démontré l'importance d'avoir des ressources humaines qualifiées pour avoir une meilleure disponibilité des médicaments. Cette première référence, c'est une étude qui a été effectuée en Afrique du Sud, une disponibilité moyenne des stocks de 95% avec dans les pharmacies où il y avait un pharmacien qui travaillait. En revanche, celles qui ne disposaient pas d'assistant pharmacien avaient un pourcentage moyen de disponibilité de 98%. Et cette étude a été effectuée par Africa Research Center en Afrique du Sud. Donc, vous pouvez trouver le lien. La disponibilité médiane des médicaments essentiels dans le secteur public
qui est de 40% et de 78,1% dans le secteur privé, respectivement contre 6,6% et 57,1% pour les médicaments non essentiels. C'est une étude qui a été faite en Afrique du Sud. Je ne parle pas d'Afrique du Sud, c'est dans l'Afrique australe même. Voilà, c'était le mouvement du pays. Un message aussi avec l'USAID a fait une publication pour démontrer l'importance de ressources compétentes et inspirées donc, dans la réussite de la chaîne de production. Et next slide, please. Là, je vais parler un petit peu des solutions. Il va falloir attirer et retenir les talents. Et là, les organisations doivent élaborer et mettre en œuvre des stratégies pour attirer et retenir les talents dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement. Ces stratégies peuvent inclure des systèmes de rémunération compétitifs ou bien des opportunités de développement en ce qui concerne la formation et le développement, on offre régulièrement des possibilités de formation et de développement aux personnes de la chaîne d'approvisionnement. On améliore ses compétences et ses connaissances. Et on lui permet aussi de remplir son rôle plus efficacement. Il peut s'agir de plusieurs types de formations, que ce soit en ligne, en présentiel ou même du mentorat. Des mécanismes de progression de carrière doivent être mis en place et l'accent doit être mis sur la formation. Et sur la gestion des performances, il y a des processus efficaces de gestion des performances qui peuvent aider surtout les organisations à identifier et traiter des problèmes de performance, à reconnaître les personnes les plus performantes et à fournir un retour d'information en vue d'une amélioration. Et l'optimisation des politiques, il faut un accompagnement surtout du point de vue stratégique. Et là, je veux dire, il n'est pas surprenant que de nouveaux rôles et de nouvelles compétences en matière de chaîne d'approvisionnement soient nécessaires pour exécuter les opérations de la chaîne d'appro. Mais comment une organisation dans un secteur qui est imprégné de méthodes de travail traditionnelles, donc peut-être équilibrer la coexistence du travail numérique et du travail humain. Cette coexistence du travail numérique humain, donc on est dans une ère, dans une période où on doit faire avec. L'être humain doit pouvoir accepter l'avancement digital que nous notons présentement. Next slide. La technologie, donc, va-t-il bientôt prendre le relais? Je ne vais pas dire qu'il va prendre le relais parce que l'être humain toujours reste la clé. Et la technologie même ne suffit pas à résoudre les problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Parce que là, il faut qu'on sache que et la pandémie a démontré cela. Les organisations ont encore besoin de personnes intelligentes, professionnelles et compétentes pour les mettre en pratique. Et la mise en place des outils ne consiste pas à atteindre une automatisation à 100%, mais une combinaison, avoir un peu l'équilibre entre les personnes et la technologie. La technologie, certes, a évolué à un rythme plus rapide que les capacités de main-d'œuvre. Et cela va avoir des conséquences dans la conception de l'emploi. Next slide, please. Comment obtenez-vous ces compétences? Les compétences, pour les obtenir, il y a beaucoup d'opportunités de formation parce que là, les choses commencent à changer. Beaucoup d'universités, beaucoup d'écoles de formation commencent à proposer des formations en supply chain. Certes, avoir une formation en supply chain spécialité produits de santé, mais ces formations existent. Et certes, se former peut être une contrainte pour les managers comme pour les salariés. C'est pour cela qu'il est important d'explorer beaucoup d'approches pédagogiques. Next slide. On peut parler des approches de formation.
là, parmi les formations existantes, il existe différentes approches. Les plus courantes sont la formation initiale, la formation pour d'emploi, l'apprentissage en groupe, les tutos autodirigés. Parmi ces stratégies de formation qui semblent avoir le plus d'impact, on peut citer l'utilisation de formation multimodale avec l'intégration des conférences, des travaux de groupe, des études de cas, la gamification et voilà, les jeux comme on va voir. Next slide, please. Quelles sont les compétences requises pour le personnel de la chaîne d'approvisionnement? Là, je vous donne le lien de People's Deliver qui a fait un bon document sur la professionnalisation de la chaîne d'approvisionnement. Et comme vous trouverez plus en détail les compétences requises par un niveau de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit au niveau central, au niveau régional, au niveau district. Celui qui gère le médicament, quelles sont les compétences qu'il doit avoir et comment il faut faciliter cet apprentissage. Next slide, please. Next slide, please. Là, c'est des diapositives voilà, quand j'ai pris dans le manuel de People's Deliver. Comme le lien est dans la présentation, vous aurez l'occasion de l'explorer. Next slide, please. Vous pouvez avancer. Next slide. Là, en résumé, les chaînes d'approvisionnement sont des systèmes très complexes dont la gestion exige des capacités techniques et de gestion très importantes. Et si nous voulons atteindre un jour les objectifs de développement durable, la chaîne d'approvisionnement va s'améliorer massivement. Les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, il faut qu'on puisse les identifier. C'est-à-dire que les acteurs ne sont pas seulement les pharmaciens. Les logisticiens ont leur rôle en jeu, les gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement, les gestionnaires de prix, le personnel des entrepôts, etc. Mais le personnel doit être bien formé et compétent. Pour cela, je parle de professionnalisation. Et l'avenir offre des opportunités d'expansion dans tous les aspects de l'approvisionnement en santé de la chaîne d'approvisionnement, mais uniquement pour le personnel qualifié en chaîne d'approvisionnement et les méthodologies et technologies modernes. Je pense que je viens de terminer ma présentation. Je vous remercie pour avoir pris votre temps à écouter ma présentation. Si vous avez des questions. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous souhaitez poser des questions? Vous pouvez lever votre main. Bonjour à tous. Je pense qu'il y a des questions qui ont été laissées en fait sur le chat. Oui, Idrissa, sorry, vous pouvez poser votre question. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est Sori Idrissa. Je vous suis depuis Bobo Dioulasso, au Burkina Faso. C'est pas une question, mais je voudrais vous demander si possible, si vous pouvez nous inviter à chaque fois que vous avez un webinaire pour que nous puissions vraiment suivre.
ça va nous amener à renforcer notre capacité, de renforcer notre capacité sur le terrain. Merci. C'était la question pour Dr. Clétius? Non, je peux dire que c'est pas une question, que il va être juste au courant des webinaires. Donc, là, il faut essayer d'avoir peut-être leur adresse email, puis de les envoyer des notifications à chaque fois que vous Empower organise des webinaires. Donc, vous pouvez obtenir. Allô? 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 Oui. Une question à Oui, vous pouvez poser. Une question à Dr. Clétis. Dans leur projet, ils investissent beaucoup d'argent par rapport à la santé de la reproduction. Mais en Afrique, si nous prenons le contexte des Africains, la santé de la reproduction par rapport aux autres problèmes de santé criants, nous voyons de temps à autre la malnutrition, le paludisme, beaucoup de pathologies endémiques, des infections. Est-ce que c'est vraiment prioritaire d'investir beaucoup d'argent dans la santé de la reproduction au détriment de plusieurs pandémies, plusieurs pathologies infectieuses qui rongent l'Afrique? Et puis, ma deuxième préoccupation, c'est les critères de sélection des pays. C'est seulement les pays de la CEDEAO ou bien vous êtes aussi dans d'autres pays? Merci beaucoup. Allô? 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 Oui, vas-y. Vas-y, Viviane. Oui, je voudrais poser une question. Ma question s'adresse à Dr. Clétus. Je voudrais savoir comment mettre en place un système d'alerte précoce. OK. OK, c'est bien noté. C'est bien noté. On va prendre toutes les questions et après on va répondre, n'est-ce pas? Je propose. Oui, est-ce qu'il y a des autres questions? Oui, allô? Oui, vas-y. Oui, c'est encore moi. Voici Viviane. Je voulais poser une question cette fois-ci à Empower. Comment faire pour obtenir des bourses pour les formations? Et vous pouvez m'écrire dans mon adresse électronique. J'ai déjà mis dans la chat. Vous pouvez m'écrire et je vais vous répondre. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. 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 Oui, vas-y. Oui, je vous suis de Dakar. Je suis Lamine Kébé. Bon, j'ai quelques contributions par rapport à la présentation de M. Thiam. C'est une présentation très intéressante où nous avons bien suivi vraiment les défis donc, de la chaîne d'approvisionnement. Et là où je voudrais vraiment mettre le doigt, c'est que l'un des défis de la chaîne d'approvisionnement aujourd'hui, donc surtout en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sénégal, c'est les conditions de stockage. Donc, on a constaté qu'au niveau des formations sanitaires, effectivement, la construction donc des bâtiments ne tient pas compte réellement, en tout cas des endroits où nous devons réellement stocker les médicaments avec les bonnes pratiques donc, de stockage. Là également, c'est un défi et je me réjouis donc de voir que l'organisation OAS donc s'active dans la réfection donc des dépôts de pharmacie, mais on doit aller au-delà. Donc, dans toute construction de nouvelles structures sanitaires, on doit tenir en compte donc la contribution réelle donc des spécialistes de l'entreposage donc des médicaments pour que vraiment les conditions de stockage soient bien respectées. L'autre défi qui n'est pas également apparu peut-être dans la présentation, c'est le système d'information et de gestion logistique.
Aujourd'hui, quand vous quittez le niveau central, peut-être le niveau périphérie, mais le niveau des formations sanitaires les plus reculées, pratiquement, donc le système est aveugle. Et là, si on veut avoir vraiment des données réelles de consommation ou bien de distribution qui pourraient nous permettre donc de faire de bonnes prévisions, là, il faut vraiment travailler à ce que tout le système soit dans le même système d'information et de gestion de justice pour qu'on ait une visibilité donc de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement. Et cela vraiment empêche donc d'avoir des données fiables donc de rapportage, surtout donc les contraceptifs. Donc l'autre aspect, c'est la capacité financière des formations sanitaires. Parce qu'aujourd'hui, une structure qui veut disponibiliser les produits, en tout cas dans sa formation, s'il n'est pas à l'aise financièrement, donc il achète en fonction de sa bourse, mais pas en fonction donc des besoins réels donc des populations. Là également, c'est un défi réel donc de la chaîne d'approvisionnement. L'autre défi, là où je voudrais vraiment terminer, c'est la formation. Effectivement, vous l'avez parlé, la formation donc surtout au niveau des institutions publiques. Les pharmaciens sont formés sur le macro. Aujourd'hui, on doit changer de paradigme pour essayer un peu de s'adapter donc aux nouvelles données. C'est-à-dire que le pharmacien qui sort actuellement de l'université doit au moins avoir une idée, donc, ou bien la formation qui lui est délivrée doit être en parfaite adéquation avec la politique sanitaire donc de nos pays. On voit aujourd'hui que les formations qui étaient enseignées depuis 10 ans, 20 ans, ce sont ces mêmes formations qu'on est en train donc de Désolé pour vous couper. On a juste 5 minutes pour terminer le webinaire. Donc, vous pouvez rapidement terminer. Oui, je termine sur ça. Et la spécialisation en supply chain ou bien d'autres, ça demande beaucoup de moyens pour les pharmaciens. Donc, si vraiment vous pouvez appuyer sur la formation donc en spécialisation des autres pharmaciens, mais également des autres personnes qui appuient donc à la gestion des médicaments, également ils ont besoin donc de beaucoup de formation. Merci. Merci beaucoup. On a lancé le dernier sondage et je vais lancer maintenant. Oui, vous pouvez commencer. Le sondage est lancé. Encore 10 secondes. D'accord. Merci beaucoup tout le monde pour nous joindre aujourd'hui pour cette session. Et on va terminer maintenant. On peut juste prendre quelques secondes pour répondre, non? Non, oui. Vous pouvez répondre à la question et puis on peut terminer. OK, donc je merci beaucoup pour l'intérêt que les uns et les autres ont porté à cette présentation-là. Comme je l'ai dit, c'était une plateforme pour nous d'échange d'expérience. Et donc, j'ai essayé d'aller capter les questions qui sont dans le chat et également, j'ai mis sur mon truc, le truc là qui est les informations que j'ai commencé à recevoir les mails des uns des autres, et même mon collègue de Bobo, on est à côté, donc si vous avez le temps passé, il n'y a pas de problème. Mais l'OAS on n'octroie les bourses, mais on n'octroie pas les bourses spécifiquement dans le domaine du supply chain. Parce que j'ai commencé à recevoir des mails des collègues dans ce sens. Nous, on a des groupes de personnes que nous formons. Et donc, et généralement, ceux que nous formons, c'est ceux qui interviennent dans nos projets. Donc, c'est les acheteurs des produits contraceptifs, c'est les pharmaciens qui interviennent
dans la direction de la santé de la mère et de l'enfant, ou au niveau des centrales d'achat au Burkina, c'est les gens qui interviennent dans la CAMEG, au Bénin, c'est la SOBAB, etc., etc. Donc, c'est eux que nous formons. Donc, c'est pas une formation qui est ouverte à tout le monde. Ça, c'est la première question que je peux vous donner. Maintenant, s'il y a des profils importants ou si on a la possibilité d'ouvrir à des publics spécifiques, on ne va pas hésiter à vous faire signe. Moi, j'ai balancé mon email dans la plateforme, donc contactez-moi. Mais sachez que l'OAS n'octroie pas des bourses de façon spécifique pour le supply chain. Pour le système d'alerte précoce, je pense que c'est un mécanisme. Nous, la façon dont on l'a organisé, je peux vous le dire, mais je pense qu'il y a plusieurs manières d'installer le système d'alerte précoce. Nous avons un système d'alerte précoce où on a des produits, par exemple, sur les antirétroviraux à Abidjan, ou les produits au magasin. Nous avons une plateforme qui nous permet, moi, par exemple, pour les produits contraceptifs, par exemple, moi, j'ai une plateforme qui est installée dans mon téléphone, qui m'informe du niveau du stock de tous les pays. Et donc, dès que le niveau est bas, l'information vient dans mon téléphone et je sais que le niveau est bas dans tel pays. Dès que le niveau est très élevé, un pays est en surstockage, le système m'informe. Et là, je peux maintenant organiser le transfert des produits. Donc, je demande à la collègue qui a posé la question de prendre contact avec moi. On peut rediscuter pour voir s'ils sont intéressés, voir dans quelle mesure on va les mettre en contact avec les experts qui peuvent les accompagner. Mais sinon, en réalité, ça dépend des moyens. Le système d'alerte précoce s'installe en fonction des moyens et dépend d'une personne à une autre. Il y a une question qui concerne quel est le choix des pays de la CEDEAO. Nous, on est la CEDEAO, on n'implique que les gens de la CEDEAO. Toutes nos interventions ne concernent que les pays qui sont membres de la CEDEAO. Et comme je l'ai dit, c'est 15 pays. Donc, on ne peut pas aller financer le Cameroun. On ne peut pas le faire. Parce que nos chefs d'État nous ont mandatés pour s'occuper des États membres de la CEDEAO, de notre communauté. Et le financement, c'est un cofinancement avec le communauté LELI, qui est la contribution des États membres de la CEDEAO. Donc, c'est pour ça là que ce n'est que les États membres de la CEDEAO qui sont bénéficiaires et nous, on est de la CEDEAO. Voilà un peu. Quelqu'un a demandé le suivi évaluation. Oui, écoutez, le suivi évaluation est au début et à la fin. Hein. Le suivi évaluation est au début et à la fin. Donc, nous avons bien un mécanisme de suivi évaluation qui nous permet non seulement de suivre tout ce que nous sommes en train de faire, tout le mécanisme dans sa globalité, mais également chaque composante de ce que nous sommes en train de faire est évalué pour voir à peu près quels sont les indicateurs qui ont été définis au début et où nous en sommes et quelles sont les nouvelles orientations qu'il faut les apporter. Voilà un peu globalement ce que je peux dire, ce que j'ai noté. Et une fois encore, vous avez mes contacts. Contactez-moi dès que vous avez d'autres questions. On peut parler. Merci. Oui, on peut vous répondre par mail. Vous pouvez m'écrire aussi. J'ai déjà mis mon numéro, mon adresse électronique dans le chat. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire et on va vous répondre. Merci beaucoup pour nous joindre aujourd'hui.